Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Bonjour Sarah. Hello Lila. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et souvent mal compris, le perfectionnisme. C'est une qualité ou un défaut ? Est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser ? Est-ce qu'on doit s'en débarrasser ? Est-ce qu'il est bon de vouloir s'en débarrasser ? Est-ce qu'on peut le faire ? Ou mieux encore, est-ce qu'on peut en faire une force ? Écoute, j'ai ma petite idée sur la réponse. C'est un sujet qu'on a pris un peu de temps à traiter parce qu'il tient à cœur à une de nous deux, à quelqu'un qui a peut-être des traits de perfectionniste dans cette salle. Mais voilà, je suis contente qu'on y soit. Quand on parle de perfectionniste, on pense souvent à quelqu'un qui veut que tout soit parfait, tout le temps, en tout lieu, que ce soit de la déco de sa maison, à la manière de travail, à la cuisine, etc. Dans tous les domaines, quoi. Dans tous les domaines. En réalité, le perfectionnisme, c'est plus subtil que ça. On peut être perfectionniste dans une sphère en particulier de sa vie. Ah oui. Oui, et si on se fie à ce que nous explique Catherine Morgan Schaffler, franchement, c'est pas évident à lire, dans son livre Perfectionniste, qu'on vous mettra en ressources parce que je pense qu'il gagne à être lu. Oui, il gagne à être lu, vraiment. Eh bien, ce perfectionnisme, effectivement, il peut concerner certains aspects de la vie. On peut être perfectionniste dans son travail, mais par exemple, pas du tout dans ses relations personnelles. Ou l'inverse, d'ailleurs. On peut être perfectionniste dans son rôle parental et pas du tout à son boulot. Donc voilà, en fait, ça va dépendre de nos valeurs et de ce qui compte vraiment pour nous. C'est là que vont aller se placer ces fameux idéaux. Mais on y revient. Ces idéaux qui nous mènent à ce souhait de perfection. Alors, prenons un exemple. Imaginez-vous que vous êtes très, très exigeant au travail. Chaque projet doit être vraiment impeccable, mais à la maison, le désordre est OK pour vous. Ça te parle ? Non, moi non. Cela ne veut pas dire que vous êtes incohérent, mais simplement que votre quête d'excellence, elle se concentre sur ce qui est prioritaire pour vous. Et c'est là toute la subtilité. La perfection n'est pas une simple obsession qui s'applique à tout, le fait que tout doit être parfait partout dans tous vos domaines de vie, mais plutôt à une aspiration à atteindre, et c'est pas tendre, c'est à atteindre un idéal spécifique. Oui, et c'est là qu'est le piège, le fameux piège du perfectionnisme. Il ne faut pas tomber. Et alors, on gagne à ne pas y tomber. Mais on va voir que du perfectionnisme, il y a différents types de perfectionnisme. Donc, et différents niveaux ? Il y a différents niveaux, je dirais, oui, probablement. Mais en tout cas, il y a différents types. Il y en a deux. Mais je ne te spoil pas. D'accord. Donc, le piège du perfectionnisme, c'est quand ça crée une tension entre la réalité dans laquelle on vit et cet idéal qu'on veut atteindre, qu'on poursuit en fait. Et cette tension, elle est liée à cet écart. Oui, forcément, plus on est en écart, plus on se sent en tension, vraiment. Et quand je parle de tension, c'est un ressenti intérieur. Quoi. C'est ça. Physiquement, tu le sens, cette tension. Tu la mentalises, mais moi, je trouve qu'on la ressent physiquement aussi, mais je ne parle pas de moi, puisque ce n'est pas de moi que parle cet épisode. Absolument pas. Cette tension, elle peut être constructive quand elle nous pousse à nous dépasser, quand elle nous pousse à viser une forme d'excellence, à la viser, tu vois, à aller vers. Oui, c'est ça. Quand ça nous drive, quand c'est un moteur, en fait. Là, c'est OK. Mais cette tension, elle peut aussi, c'est son pendant négatif, elle peut aussi devenir épuisante et destructrice quand l'écart entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être devient insupportable. Quand tu te dis, mais en fait, ce que je suis, c'est tellement loin, la mère que je suis, c'est tellement loin de la mère que je voudrais être, t'as pas l'impression que ça te drive plus, ça te paralyse. C'est ça. Et ça te met en échec et en incapacité. Ouais. En fait, c'est vraiment ça que ça peut générer. Comme l'idée de se dire c'est un objectif tellement inatteignable qu'en fait j'y vais même pas, même si tu ne le dis pas consciemment, en tout cas ça te met dans ça. Ça te met dans ça parce que tu te dis que t'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, que t'es pas assez bien, des choses comme ça. Et en fait c'est là que ça bascule. Le perfectionnisme peut devenir alors vraiment une arme à double tranchant. Il existe deux grands types de perfectionnisme. On y est. Je disais, quoi, ça y est, on y est. D'un côté, on a ce qu'on va appeler le perfectionnisme adaptatif, qui nous pousse à exceller, à progresser, à tendre vers ce qui nous semble être
à un idéal. De l'autre côté, on va avoir le perfectionnisme qui est inadapté, où on va chercher en fait à être vraiment dans l'idéal et on va chercher à éviter l'échec ou à compenser un sentiment d'insuffisance. Et donc, ça va nous enfermer dans une lutte constante entre ce qu'on est ici et maintenant, l'idéal qu'on vise. On va être dans une fameuse tension que tu mets en évidence comme quelque chose vraiment de ressenti, jusqu'à déconnecter nos besoins, nos limites de notre réalité, de notre vie et de ce qu'on fait. On va vraiment être déconnecté de ces limites et ces besoins qui sont les nôtres. On n'en tient pas compte. C'est-à-dire que ces limites et ces besoins n'ont pas de place, puisque l'objectif, c'est de réduire cette tension à tout prix. Et donc, voilà, d'adopter des comportements, de faire des choses pour aller vers cet idéal max, ou dans ce que tu expliques, c'est-à-dire le perfectionnisme dit plutôt inadapté, c'est pas une question de viser plus haut, c'est une question de ne pas être dans l'échec. Tu vois, on est quand même sur un chemin. Et donc, un en peu fait, différent. là où, si je comprends bien, ce que ça met en évidence, c'est que ce qui va être de l'ordre de tes besoins ou de tes limites, ça va être considéré comme des entraves, des choses à ne pas écouter, à mettre de côté pour pouvoir atteindre cet idéal qui est celui qu'on considère comme étant normal, atteignable, juste. Oui, tout à fait. Oui. Et si tu n'atteins pas... Toi, c'est vraiment la nuance, elle est là. C'est si je n'atteins pas cet idéal, je suis échec, tu vois. Alors que dans l'adapté, c'est plutôt je suis OK et je veux cheminer, c'est ça, évoluer vers cet idéal. Et je sais que c'est un idéal. Donc c'est on a eu un épisode sur l'idéal, c'est un point de mire en fait. Mais c'est pas une destination en soi. Ou si tu ne l'atteins pas, c'est que tu es incapable. Ce qui est évidemment beaucoup plus violent en fait dans cette manière de voir les choses. Et donc cette tension entre l'endroit où on est et l'endroit où on veut être, elle est naturelle. C'est pas un problème en soi. Elle le devient quand on la laisse dominer notre vie. Tu vois qu'on est en train d'observer cet écart constamment et que tout ce qu'on fait nous éloigne de nos besoins et du moment, quoi, notre fatigue, notre incompétence sur certaines choses qui est tout à fait normale parce qu'on n'a pas appris, peu importe. Donc voilà, le perfectionnisme, il nous fait croire qu'on n'a pas le droit de ralentir, qu'on n'a pas le droit d'être imparfait. Le chemin est déjà tellement loin à parcourir qu'en fait, il faut y aller. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps, effectivement, et il faut faire au mieux tout le temps. Le perfectionnisme adaptatif, lui, au contraire, il peut vivre avec cet état de tension. Il a appris quelque part à l'apprivoiser et justement en faire ce moteur qui nous pousse vers l'avant. Et c'est pas quelque chose qu'on subit et contre quoi on lutte, tu vois. C'est quelque chose qu'on accepte, qu'on embrasse, qu'on observe et qu'on tend à réduire, mais d'une manière qui est saine parce qu'elle est ajustée à nos besoins et à nos possibles ici et maintenant. Alors ce qui complique encore les choses, parce que sinon ce serait trop facile évidemment, c'est que le perfectionnisme, il s'accompagne. Il a un cadeau avec lui, un peu empoisonné. Il s'accompagne d'une voix, lui aussi. On a déjà parlé des petites voix. Une petite voix intérieure, mais elle a une petite particularité, c'est qu'elle est très critique. Elle est là pour te rappeler. Ton petit juge, quoi. Ah oui, te dire que c'est... Alors c'est un juge, mais qui ne peut te dire que c'est mal. Que ce qui manque. Qui ne voit que ce qui manque, qui ne voit que ce qui n'a pas été fait, qui ne voit que l'écart, en fait. C'est ça. Et qui alimente cette tension. Elle te murmure à l'oreille, c'est pas assez bien, tu dois faire mieux. Je peux faire la voix. Vas-y. Non, je plaisante. Dans ta vraie vie, je voudrais être cette voix qui te dit à quel point c'est pas ah bien, vas-y, plus. Et alors, avec le temps, le risque, et moi je me souviens, c'est une chose que j'ai appris qui m'a vraiment fait du bien, en tant que non-perfectionniste, c'est que ça peut nous conduire à procrastiner, en fait, cette petite voix intérieure, parce qu'elle est paralysante, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'en fait... Donc, juste pour revenir sur pourquoi ça m'a surpris, c'est que moi, je pensais que si on est un perfectionniste, on ne peut pas procrastiner, puisqu'un perfectionniste doit exceller. Et que donc, pour exceller, a priori, on ne procrastine pas. Et donc, ça n'allait pas ensemble pour moi. Et un jour, dans mes recherches sur le sujet, j'ai appris qu'en fait, c'était l'inverse. La procrastination est vraiment un élément classique chez les perfectionnistes, parce qu'en fait, c'est le principe du... Alors, soit tant que je ne sais pas où je vais, j'y vais pas, puisque sinon, je vais juste pas faire les choses bien, ou parce que je sais que je ne vais pas atteindre le résultat escompté, eh bien je n'y vais pas. Parce qu'en fait c'est parfait ou rien. Oui, bien sûr, tout est dans la tête de la personne concernée. Donc voilà, donc cette procrastination finalement ne nous sert pas, elle nous dessert encore plus et alimente cette petite voix intérieure. Bah oui, tu vois que tu n'es pas capable. Parce que si tu étais capable, tu l'aurais fait, tu l'aurais fait bien et tu l'aurais fait vite. Fais vite, fais bien, fais plaisir. Fais tout. Fais tout. Vas-y, sois parfait. Alors,
Catherine Morgan Schaffler écrit ceci, qu'on a envie de partager avec vous. C'est à propos d'une de ses patientes. Si Léna supprime sa compulsion à exceller jusqu'à atteindre son idéal spécifique, si elle ajustait sa vitesse à la moyenne ou si elle activait le régulateur de vitesse, quelque chose en elle s'obscurcirait. De la même manière que si un artiste supprimait sa compulsion à créer de l'art, quelque chose à l'intérieur de lui s'obscurcirait aussi. Peu importe ce que fait l'artiste, peu importe ce qu'elle accomplit dans d'autres domaines de sa vie, elle aura le sentiment d'être une perdante jusqu'à ce qu'elle crée enfin de l'art. Le perfectionniste, en fait, est perfectionniste et va sans doute le rester. C'est Non, vraiment pas sans quelque doute. chose. Il va Il va le rester. rester. Tu vois, j'essaie toujours de nuancer va. un peu la réalité. Non, il va. Il va rester. C'est comme dire l'artiste, en fait, tu vois, le parallèle il est là. C'est comme dire l'artiste restera sans doute artiste. Non, tu vois que quand tu es un artiste, tu l'es dans l'âme, en Ouais. fait. Ça fait partie de toi. C'est le même principe qui est avancé ici par rapport au perfectionnisme. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel vous allez rester. On s'arrête ici. Bravo, chapeau, faites comme vous voulez. Ah mais non, justement. On peut pas s'en débarrasser. On peut pas s'en C'est ça, débarrasser, le mais on message. peut le dompter. Ouais. Donc le perfectionniste est et restera perfectionniste toute sa vie. Mais si on ne peut pas s'en débarrasser, on peut essayer de le dompter. C'est pas une question en fait de contrôle, mais d'acceptation. Il s'agit pas de lutter contre cette partie de nous-mêmes en fait, mais de la transformer, de l'amener à évoluer, à changer dans quelque chose qui sera bon pour nous, parce que le perfectionnisme peut Devenir un atout. Mais ça, c'est un message fort. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, en tout cas, il faut arrêter, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'il est bon et qu'on gagne à arrêter de lutter contre le perfectionnisme, à en faire quelque chose qu'on pourrait mettre dans une poche et changer. Ouais. Parce que ce serait, en fait, c'est un peu, ma proposition ici, c'est de dire, ce serait le mauvais combat, tu vois. Donc c'est vraiment lutter accepter, contre soi. En fait. Oui, c'est lutter contre sa nature. C'est comme l'artiste à qui tu dis, mais arrête de peindre, en fait. Ouais. Alors que quand elle parle de compulsion, c'est ça, c'est un peu ce besoin vital de faire et d'être. Le besoin d'exceller, il est là. Alors qu'est-ce que ça dit de nous? D'où ça vient? Le besoin de... Tout ça peut être travaillé. Ça peut être travaillé et c'est ce qui permet certainement de passer à quelque chose d'adapté. Mais donc voilà, ça je pense que c'était le premier message fort de cet épisode, c'est... On reste perfectionniste, Merci. mais on dompte J'ai pensé à le autre chose. message fort. Le message fort, c'est... Mais donc l'idée, ça va être d'ajuster le curseur en fait. C'est ça? C'est ça. Okay. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment qu'on fait pour passer d'un perfectionnisme inadapté à un perfectionnisme adapté? Mais j'ai envie de te dire, tu vas chez le psy. Et tu te fais aider, et tu te fais aider. Et puis une tête de Lane. Et ouais. Non, je blague. Pas que. On va quand même essayer de réfléchir et de proposer... Et d'apporter quelques pistes de réflexion. Qui sont toujours que des propositions, des choses qui nous semblent pertinentes et qui viennent de nos lectures, de nos recherches et qu'on trouve intéressantes à partager avec vous. Donc, ce n'est qu'un point de vue. Qu'un point de vue, que des propositions évidemment comme toujours et des choses à ajuster à votre réalité au moment où vous en êtes, aux réflexions que vous avez déjà, etc., etc. Dans tous les cas, il me paraît évident, mais si vous êtes encore là, c'est probablement peut-être un peu le cas, d'avoir envie de changer. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de changer? C'est qu'on observe que ce perfectionnisme nous entrave, nous limite, nous met à mal, nous empêche de réaliser certaines choses ou de se lancer par peur de, par exemple. Ça, c'est la base. Alors, pourquoi est-ce qu'on ajuste son perfectionnisme? Eh bien, parce qu'un perfectionnisme inadapté, on l'a déjà évoqué, peut avoir des conséquences franchement désagréables. Okay. La première, on l'a évoqué, c'est la procrastination et la peur de l'échec. Donc, c'est vraiment cette sensation de ne pas oser le faire parce qu'on se dit ce serait pas assez bien. Pourquoi moi? De toute façon, si c'est moi qui le fais, ce sera moins bien qu'un autre. À quoi ça sert? Ce ne sera jamais aussi bien que ce que je voudrais. Donc je ne le fais pas et donc je m'empêche de vivre et d'évoluer dans ces sphères-là. Oui. On va aussi avoir potentiellement des conséquences au niveau de la santé mentale. On va être constamment guidé par cette voix autocritique qui va avoir tendance à nous amoindrir, nous punir. En fait, c'est vraiment de l'autopunition. Et ça nous éloigne de justement cette auto-compassion qu'on peut avoir. Ça va générer de l'anxiété, voire un épuisement émotionnel. Et donc ça, pour notre santé mentale, c'est quelque chose qui est néfaste, en fait. Autre élément que ça peut engendrer chez nous, c'est la déconnexion sociale. Donc vraiment altérer, en fait, nos relations aux autres, attendre trop de soi
et des Et autres. des autres, évidemment. Avoir un niveau d'exigence très élevé par rapport à soi et par rapport aux autres. Et ça risque en tout cas d'engendrer de l'incompréhension de notre part si on est perfectionniste par rapport aux autres, mais des autres aussi par rapport à notre niveau d'exigence, au niveau d'exigence qu'on a par rapport à nous, mais par rapport à elles aussi. Donc au niveau des relations, ça peut vraiment être un élément perturbateur de nos relations, de nos liens aux autres. Oui, je vais donner une anecdote, et si certains de mes amis écoutent, ils se reconnaîtront probablement. Il fut un temps de ma vie, donc maintenant je suis vieille et tout, tu vois, mais il y a eu un temps où j'étais toute jeune, et où mes amis, très gentils, voulaient par exemple m'organiser une fête d'anniversaire. Et en fait, ça les mettait en angoisse totale. Ouais. Et c'est vrai que mon regard, donc moi qui ne suis donc pas perfectionniste, entendons-nous, ce n'est que pour illustrer, mon regard se pose systématiquement sur l'écart. L'écart entre la réalité et l'idéal. La série que tu t'es imaginée et la réalité. Et la réalité. Et il y a toujours un écart. Évidemment. C'est normal, en fait. Oui. Si on vivait dans un idéal, ça se saurait. Cela dit, du coup, quand ton regard se pose là-dessus, même si tu fais un effort pour, tu as un non-verbal, tu as tout ce que tu veux, etc. Et donc, pour les amis, ça devient une pression de dingue. Ouais. En fait, à la fin, ça fait plaisir à personne. Moi, parce que je sentais la pression qu'il y avait autour de ça et qui tentait de la minimiser, parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie. C'est pas volontaire de Mais ta non, part. et rationnellement, j'avais envie de d'identifier. dire, mais c'est pas grave. Ouais. Mais tout le non-verbal n'allait pas dans ce sens-là. Et pour eux, ils avaient vraiment envie de faire plaisir, mais ça leur mettait une pression tellement forte que c'était plus du tout agréable, alors que c'est censé être un plaisir. Ouais, Donc ça. là, c'est une anecdote sur des événements de vie tout bêtes, mais qui se manifestaient quand même. Et qui peuvent altérer ou en tout cas teindre négativement les relations de j'ai voulu te faire plaisir, j'ai fait tout pour, C'est ça. et finalement tu es là avec ton... Oui. Et finalement, les gens ne non-verbal, font plus. et les gens ne le font plus. Et donc du coup, toi, tu es privé de quelque chose qui te faisait en partie plaisir quand même et était Oui, oui. important pour toi. Clairement. Et des exemples comme ça, je peux. Les gens ne en comprennent dire pas qu'en beaucoup. fait, il suffit qu'ils s'améliorent. Oui, moi, Ils c'est ce- arrêtent, moi, quoi. c'est ce que je pense, mais je déconne, c'est ce que je pensais. Bon, ce travail de changement de ce perfectionnisme inadapté vers un perfectionnisme plus adapté, il prend du temps. Il va prendre du temps, plus ou moins, selon nos ressources, selon notre histoire Personnelle. parfaite de vie, Ouais. personnelle, et aussi en fonction de à quel point ce perfectionnisme, on l'a dit tout à l'heure, est intense et difficile au quotidien. Et dans quelle sphère de vie il se manifeste en Il fait. se manifeste le plus, Ouais. le plus fort ou le plus. Pour certaines personnes, ce sera plus simple de prendre du recul et de lâcher prise. Ce sera possible, tu vois. C'est un travail qui demande du temps, évidemment, mais c'est possible. Pour d'autres, ce sera un véritable défi. Un défi qu'il sera difficile de réaliser de réaliser seul, pardon. Et donc, ils devront se faire aider, effectivement, par un psychologue. On rigolait avec ça tout à l'heure. Mais en fait, c'est une oui. vraie piste. Si c'est entravant pour vous, comme tous les sujets qu'on aborde en fait, si c'est à ce point présent dans vos vies que c'est un problème qui vous empêche d'être, de vivre, d'être heureux, qui est une vraie question quasi quotidienne pour vous, rien de mieux que de s'offrir un espace-temps avec une personne dont c'est le métier pour nous aider à comprendre ce qui fait que c'est un problème pour nous à ce point, et donc à se défaire de ce qui nous entrave pour rendre notre vie un peu plus à notre image et soigner notre santé mentale. Oui, clairement. Et ça prendra donc du temps, on l'a dit, ça demandera Ouais. des efforts, bien sûr, plus ou moins importants, mais on ne veut pas faire du on-off, puisqu'on l'a dit, le but, c'est pas je suis perfectionniste et je ne veux plus l'être, c'est plutôt comment j'ajuste, comment je m'adapte, comment est-ce que je peux réorienter mon regard, sur quoi est-ce que je peux travailler pour être plutôt dans une forme d'acceptation et d'adaptation liée à ce perfectionnisme. Ouais. Avec donc ce travail d'introspection et d'observation, clairement. Alors, on va vous partager quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Première piste, apprendre à valoriser ce qui est suffisant. Et on peut le faire tout en évoluant. C'est pas parce qu'on considère que ce qu'on a fait est suffisant, est efficient, entre guillemets, que ça nous interdit une marge de progression, d'aller vers un mieux, même si, en tout cas, on apprend à savourer, valoriser le fait que c'est suffisant. Oui, ça me ramène, tu sais, à l'épisode sur les blessures d'attachement, où on parlait de l'attachement sécure et des parents suffisamment bons. Bon, c'est ça. C'est cette même idée, en fait, ici, tu vois, c'est de te dire, je peux m'arrêter et me dire, ok, je suis pas là-bas, mais en fait, ici,
c'est déjà très bien. Oui. Je suis un parent aimant, sécurisant. Sécurisant. Alors oui, je ne fais pas des jeux de société tous les jours et j'ai pas des moments de plaisir et de rire et de gratouille tous les jours où tout le monde est heureux et content tout le temps. Mais en fait, je suis un suffisamment bon parent. Parent. Et ça, c'est déjà effectivement une évolution positive. La perfection n'étant pas possible, savourons Pour certains. l'existant. Je déconne. Pour moi. Ouais, pour moi aussi, c'est clair. Alors, autre piste, l'autocompassion. Alors ça, c'est clair, je sais que c'est pas évident, mais essayer d'être aussi bienveillant, ça peut peut-être aider, c'est une piste avec soi, qu'on le serait avec un ami, avec un frère, avec une sœur, avec un parent qui serait dans la même situation que nous par rapport à un élément donné pour lequel on est extrêmement critique à notre égard. Par exemple, si un ami vous dit « je me sens nul parce que j'ai fait une erreur au travail », vous n'allez pas lui répondre « bah ouais, Bah oui, t'es passé bien. comment dis. tu as pu passer à côté de ça ?» Vous n'allez pas lui dire ça. Vous dites pas ça à vous-même non plus. Parce que ça lui permettra pas d'avancer, ça semble évident. Pareil pour vous, ça vous permettra pas d'avancer, d'oser y retourner, d'oser refaire l'erreur jusqu'à passer au-delà et apprendre de vos erreurs. Donc, c'est de la même manière qu'on se rend compte qu'en fait pour les autres, c'est pas le comportement adéquat. On peut essayer progressivement de prendre conscience de ça pour soi. Oui, clairement, et de favoriser des phrases comme celles qu'on dirait à un ami, c'est-à-dire t'as fait de ton mieux, et c'est déjà bien. Et c'est dur, mais être dans la moyenne, faire les choses correctement, c'est déjà en fait très très bien, même si c'est pas le message naturel du perfectionniste. C'est ça. C'est clair. Alors, autre élément important, évidemment, en tout cas dans la question du travail de ce perfectionnisme inadapté vers un perfectionnisme plus adapté, c'est la notion d'échec. C'est travailler au fait que la notion d'échec fait partie du processus. On en parle de manière générale de plus en plus. C'est assez anglo-saxon, le fait que l'échec soit C'est partie de valorisé. l'apprentissage. Là où chez nous, pas du tout, donc ça n'aide pas. Mais être en échec, ce n'est pas le signe que l'on est incapable, c'est le signe que l'on est en phase d'apprentissage, que le contexte a été particulier, que le timing n'était peut-être pas le bon. Alors, il y a peut-être tout un tas d'autres éléments que le fait, de se dire, ben voilà, t'as vu, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable. Oui. Et donc, une astuce, moi, que je vous conseille par rapport à ça, ce serait par exemple de tenir un journal, comme on fait ça avec un journal de gratitude, mais c'est un journal des échecs. Quoi ? Un journal des échecs ? Ancrer tes Quoi ? Un journal des échecs ? Tu veux que le monde entier se contente d'être moyen ? Moyen ? Oui, en fait, c'est un journal des échecs et des réussites, évidemment. Parce qu'en fait, c'est donner de la place aux échecs et surtout à ce que ça nous a permis d'apprendre. Et prendre conscience que c'est dans un chemin, dans un processus. Qu'en fait, Clairement. quand tu te trompes, tu comprends bien pourquoi tu t'es trompé. À fond. Et donc après, oui. tu as tendance à plus faire cette même Et erreur. quand tu t'y attends, c'est moins douloureux. Ouais, c'est ça. C'est plus... et puis, tu normalises l'échec de fois en fois. C'est comme toujours, hein, la première fois que tu goûtes un citron, franchement, c'est trash. Mhm. Et puis un jour, tu prends et tu le presses sur ton poisson et tu trouves ça délicieux. Tu bois des calamansi voilà. juice. Qui sait c'est quoi des calamansi juice ? Aucune idée. Et tu vois là, recherche. Mais donc voilà, cette manière de noter ses échecs et ses réussites, bien sûr, mais c'est aussi nous permettre de voir l'échec sous un autre angle. Et donc, je voulais dire que ça se travaille. Au début, c'est genre... Et dans le temps, en fait, on lui trouve une valeur, tu vois. Il est utile, l'échec. Et quand tu arrives à voir les choses comme ça, moi, je trouve en tout cas que c'est aidant. Et Sarah, est-ce qu'il y a un échec dont vraiment tu t'es dit, tiens, j'ai bien fait de me gourer là ? Alors, je me suis jamais dit, j'ai bien fait de me gourer là. Ça, je pense pas. Ou ça m'a été utile de me gourer là. Et si je m'étais pas gourée là, ça aurait pas été la même chose pour après. Si, certainement. En fait, j'essaye de t'en trouver un. Mais comme je ne tiens pas de journal d'échecs, je ne l'ai pas en tête. Mais par contre, je suis convaincue que ces dernières années, j'ai rencontré tout un tas d'échecs qui m'ont appris. En fait, qui m'ont appris déjà que c'était pas la mort d'échouer. Que l'échec aussi est relatif, tu vois. Échouer, ça veut pas dire que j'ai raté ma vie. C'est ça. C'est-à-dire que je me suis plantée à certains moments. Ouais. Je me suis plantée dans ma parentalité, je me suis plantée en tant que manager, je me suis plantée en tant que collègue, certainement en tant qu'ami. Mais voilà, tu en ressors avec une leçon, tu en ressors avec une vision des choses qui est différente, tu en ressors avec une certaine tolérance aussi à l'égard des autres. Qui grandit. Oui, c'est ça. Et j'ai aussi pu observer qu'un échec n'est pas synonyme de fatalité, mais qu'effectivement, il peut être suivi d'une belle réussite aussi. Et pas toujours, hein. Pareil, il y a des échecs qui restent des échecs. Ok, merci pour ce Est-ce que toi, tu partage. Moi, comme je ne suis pas perfectionniste, je me dis que voilà, ça fait partie de la vie. Est-ce que j'ai des échecs L'exemple qui me vient,
est un exemple qui m'appartient pas et qui est très scolaire. Mais voilà, j'ai mon fils qui adore les maths vraiment très fort et qui a une tendance à avoir des bonnes notes. Euh, il a appris un nouveau procédé en maths et visiblement, il n'avait pas intégré ce procédé. Mhm. Donc, il a eu, j'ai même du mal à le dire, un 0/5. Mais vraiment, donc, il n'avait rien compris du tout du procédé. Et de le voir pleurer, être triste, etc., ça m'a fait de la peine. C'est vraiment un échec pour lui. Et de le voir donc revenir vraiment, je suis nulle, j'ai rien compris en maths, ça y est, c'est foutu. Et puis de le voir refaire le procédé, me l'expliquer, comprendre, et puis s'amuser à prendre ce procédé pour d'autres apprentissages qu'il avait fait toujours en maths, et se dire, bah tiens, ça pourrait aller avec les fois 11, avec les fois 10, avec les fois 9, parce qu'en fait, si on fait des parenthèses comme ça, enfin bref, il l'a généralisé. Ben, je me dis, c'est vraiment Vraiment, c'est rebondir, c'est faire de son échec quelque chose avec lequel on s'amuse, qu'on généralise à d'autres apprentissages. Et là, c'est un des derniers échecs auxquels j'ai été confrontée qui m'ont fait dire, ouais, c'était beau de se tromper, de se vautrer, parce qu'en fait, ça donne des chouettes moments. S'il avait compris son procédé dès la première fois et qu'il l'avait appliqué, ben, on serait dans quelque chose de tout à fait linéaire. Il a sans doute beaucoup plus appris de cet échec que des autres Oui. apprentissages. Oui, et en plus d'apprendre ce qui a suivi cet échec, ça lui permet aussi de voir certainement que c'est pas parce que tu as un 0/5 à un moment donné que ton année est fichue, Et que oui, d'un coup tu es nul, que tu et es nul oui. en maths. Pas du tout. Donc voilà, ouais, c'est clair. Mais donc voilà. L'échec a toute sa place. C'est un message fort là aussi Oui. pour les perfectionnistes, mais pas que d'ailleurs. Autre élément qu'on propose, c'est celui de célébrer les victoires. Ah, parce que le perfectionniste, puisqu'il s'attend à ce que ça... Enfin, pas s'il s'attend, puisque pour lui, il n'y a que le parfait et le très bien qui est la norme, les victoires n'ont pas beaucoup de Non, place. je sais. Parce qu'en fait, il ne voit que quand il n'a pas réussi. Et quand il réussit, c'était que la moindre des choses à faire. Alors, le conseil, c'est de se dire, mais en fait, on peut aussi célébrer les victoires, aussi petites soient-elles. Elles font, elles aussi, partie du processus. Et donc, Sinon, il y a des gens qui vont te le dire. il y a des gens qui vont Si dire, on oui, peut s'arrêter on peut s'arrêter, prendre plaisir à ce célébrer, qui vient de se passer. Ah, on peut... Oui, mais c'est le ça va, c'est conseil. bon, on savait qu'on allait réussir. Non, mais je pense qu'il y a aussi le côté, c'est cette petite voix intérieure négative. Si tu as réussi, c'est que c'était pas si difficile. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de quoi célébrer. Mm. Mais donc, tout à l'heure, tu évoquais l'autopunition. Elle est dure, hein, cette Ouais, perfection. Elle est vraiment, quand elle est pas en drive positif, elle est violente, en fait, avec l'individu, qui, en plus, est persuadé d'avoir raison d'être violent avec lui-même, qui s'autopunit et qui s'estime de plus en plus, qui reste dans cette incapacité à voir toutes les choses qu'il a réussies et qui ne se fixe que sur ce qu'il a loupé. Et parfois, je me demande comment est-ce qu'on peut encore fonctionner dans le temps, tu vois, parce que ça peut devenir une spirale très, très négative. Mais donc, prendre quelques minutes pour apprécier ce qu'on a réussi, terminé, clôturé, etc. Et aussi savourer le chemin Mhm. parcouru, tu Mhm. vois. Au-delà de se fixer sur le résultat final, réussi ou pas par ailleurs, on peut prendre un petit temps pour regarder le chemin. On peut prendre un moment pour apprécier vraiment tout ce qu'on a mis en œuvre, les efforts, l'apprentissage, la persévérance, et être reconnaissant envers ce chemin, même si le résultat qui était obtenu n'est pas celui qui était espéré à l'origine. L'origine. Ouais. Parce que je pense que oui, ça fait partie des éléments qui peuvent changer notre relation au perfectionnisme, justement parce que c'est une façon de redonner de la valeur au processus et pas seulement au résultat. Ce qui veut dire que si le résultat n'est pas au top, on peut quand même voir tout ce qu'on a donné pour y C'est ça, arriver, plutôt oui, que de oui. le dénigrer ou de le négliger dans l'histoire. Et tout ce qu'on gagne à avoir essayé. Ouais. Et quand on apprend donc à faire équipe avec son perfectionnisme, on fait en sorte qu'il puisse devenir une véritable force là où le risque, c'est qu'il devienne un frein, qu'il nous entrave vraiment dans notre quotidien. Comme le dit encore une fois Catherine Morgan Schaffler, les perfectionnistes qui acceptent leurs limites tout en exploitant leur potentiel trouvent souvent des projets qui valent vraiment la peine d'être poursuivis. Alors au lieu de voir le perfectionnisme comme un fardeau, l'idée c'est de le considérer comme un outil, Mhm. un levier qu'on peut affiner, qu'on peut adapter en fonction de nos besoins. Clairement, c'est un boulot, Ouais. ça demande du temps. Et en même temps, tu parles de potentiel. On est rarement un perfectionniste quand on est nul. En général, ça va pas ensemble.
on a des talents comme tout le monde, on a du potentiel comme tout le monde. Et en général, parce qu'il y a ce souci d'excellence, on a une tendance à être bien outillé sur tout un tas d'éléments parce qu'il y a eu de l'apprentissage, il y a eu de la recherche pour aller plus loin, pour aller plus haut. Ouais. Et ouais, t'as envie de chanter c'est à pleine fini, voix c'est là. foutu. Ouais. Mais on va s'arrêter là. Je me retiens. On va s'arrêter là, c'est mieux pour tout le monde. Moi et ma confiance en moi en premier lieu. On vous dit merci de nous avoir suivis pour cet épisode sur le perfectionnisme qui était intéressant à voir. Merci Sarah. Et surtout imparfait, et c'est cool. Ouais, c'est clair. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!